17e août 1943. À 10h15, le général Diagpfleger Adolf Galland se tenait sur le quai de la gare de Rintenhies, en Prusse orientale, observant le maréchal du Reich Hermann Göring, monté à bord de son train de luxe. Il venait de terminer une conférence sur les opérations de chasse de la Luftwaffe. Galland devait transmettre des renseignements cruciaux avant le départ de Göring. Ces renseignements concernaient l'apparition d'avions de chasse américains profondément à l'intérieur de l'espace aérien allemand. Plus tôt dans la journée, le 17 août, des chasseurs de la Luftwaffe avaient intercepté un important raid de bombardiers américains visant Ratisbonne et Schweinfurt. L'engagement avait suivi un schéma prévisible. Les chasseurs allemands attendaient à la frontière. Les chasseurs d'escorte américains, des républiques P-47 Thunderbolt, avaient fait demi-tour, comme prévu une fois leur carburant épuisé. Les bombardiers avaient poursuivi leur route plus profondément en Allemagne sans protection. Les escadrilles de la Luftwaffe avaient attaqué. Puis, un événement sans précédent se produisit. D'autres chasseurs américains apparurent. Non pas des Thunderbolt, mais d'autres appareils. Ils engagèrent des chasseurs allemands à plus de 240 km à l'est, intérieur du territoire allemand, bien au-delà de la portée théorique des escortes. Galland avait recueilli des rapports auprès des commandants d'escadrilles à travers le Reich. Les chasseurs américains étaient des Lockheed P-38 Lightning équipés de réservoirs largables externes. Ces réservoirs augmentaient considérablement leur rayon d'action. Cela changea la donne. Galland aborda Göring sur le quai de la gare et lui présenta directement ses conclusions. Les chasseurs américains, dotés d'un rayon d'action accru, pénétraient profondément en Allemagne. Les commandants d'escadrille rapportèrent que des P-38 Lightning, équipés de réservoirs largables, avaient engagé le combat au-dessus de Schweinfurt, de Ratisbonne, au-dessus de cibles qui auraient dû se trouver hors de portée des escortes. La doctrine tactique consistant à attendre que les escortes fassent demi-tour n'était plus viable. Göring écouta, le visage rouge, la voix forte. Il déclara que les chasseurs américains n'avaient pas pénétré aussi loin en Allemagne. Les rapports étaient erronés. Les chasseurs décrits par Galland devaient être des appareils endommagés qui avaient plané vers elle et depuis une altitude élevée après avoir été touchés au-dessus de la France ou de la Belgique. Il s'agissait de cas isolés, d'anomalies, et non de preuves d'une capacité de rayon d'action accrue. Galland protesta. Il expliqua le système de réservoir largable. Plusieurs escadrilles avaient signalé les mêmes rencontres le même jour. Il ne s'agissait pas d'avions endommagés planants. C'étaient des chasseurs en pleine capacité de combat, engageant des avions allemands profondément à l'intérieur du Reich. Göring el interrompit. Le maréchal du Reich déclara qu'il était physiquement impossible pour des chasseurs américains d'atteindre une telle profondeur. Il donna un ordre direct à Galland. Il affirma officiellement qu'aucun chasseur américain n'avait pénétré en Allemagne centrale. C'était un ordre. Galland comprit immédiatement. Göring niait la réalité. Le maréchal du Reich refusait d'accepter des renseignements qui contredisaient ses hypothèses. Galland répondit par ce que des témoins décrivirent plus tard comme un sourire inoubliable. « Les ordres sont les ordres, monsieur. » Le train partit. Galland le regarda s'éloigner. Il savait que la Luftwaffe venait de perdre l'occasion de se préparer à une menace qui la détruirait. Ce qui allait suivre allait condamner des milliers de pilotes allemands qui mouraient en combattant un ennemi dont on leur avait dit qu'il n'existait pas. Les pertes commencèrent immédiatement après que Göring eut rejeté l'avertissement de Galland. Le 17e août 1943, jour même de l'affrontement sur le quai de la gare, la Luftwaffe perdit environ 25 à 27 chasseurs lors des raids Schweinfurt sur Ratisbonne. Nombre d'entre eux furent abattus par les P-38 d'escorte à longue portée, dont Göring affirmait pourtant l'impossibilité. La mission Schweinfurt-Regensburg, menée en tandem, démontra précisément ce que Galland avait prédit. Les bombardiers américains pénétrèrent profondément en Allemagne, escortés en permanence par des chasseurs, bien au-delà des portées observées jusqu'alors. Les chasseurs allemands qui attaquaient les bombardiers furent pris à partie par des P-30. 8 escortes surgissant d'altitude, à des distances inattendues de l'Angleterre. L'échange de tirs fut brutal. 60 bombardiers américains furent détruits ce jour-là. Mais les pertes de chasseurs et de pilotes allemands furent lourdes. Cette mission marqua un tournant décisif. Pour la première fois, la Luftwaffe affronta des formations de bombardiers américains.
escortés tout au long de leur pénétration dans l'espace aérien allemand. L'hypothèse tactique selon laquelle les escortes feraient demi-tour à des points prévisibles fut anéantie. Les commandants de chasse allemands durent désormais s'attendre à ce que des escortes américaines surgissent, n'importe où et n'importe quand, bien plus profondément en Allemagne que ne le prévoyait la doctrine. 3 semaines plus tard, le 6e septembre 1943, nouvel engagement désastreux confirma la justesse des avertissements de Galen. Une formation de bombardiers américains B-17 frappa Stuttgart, escortés par des P-38 pénétrant profondément dans le sud de l'Allemagne. Le commandant Egon Meyer de l'escadrille Jägerschwader 2 mena l'interception. Meyer était l'un des chasseurs de bombardiers les plus performants d'Allemagne, avec 57 victoires à son actif. Il avait été le pionnier de l'attaque frontale contre les bombardiers lourds américains, conscient que les attaques frontales minimisaient l'exposition aux tirs défensifs. Lors de cette mission, l'escadrille de Meyer attaqua en avant de la formation de bombardiers, comme prévu. Ils touchèrent plusieurs bombardiers, puis les P-38 d'escorte piquèrent du ciel. Positionnés au-dessus et en arrière du flux de bombardiers, ils attendaient précisément ce moment. La formation de Meyer se dispersa. 3 chasseurs allemands furent abattus dès le premier passage. Meyer lui-même échappa de justesse à un P-38 qui se mit à le prendre en chasse. Il fit piquer du nez son Bf-109 et sema, le chasseur américain plus lourd, mais 5 de ses hommes ne revinrent pas. 3 pilotes furent tués, 2 capturés après s'être éjectés. Aucun bombardier ne fut confirmé détruit. La mission fut un échec total. En octobre 1943, le schéma était devenu indéniable. Les bombardiers américains frappaient profondément en Allemagne avec des escortes de chasseurs que Göring avait jugées impossibles. La Luftwaffe continua de se battre en utilisant des tactiques basées sur des hypothèses manifestement fausses. On avait dit aux pilotes que les escortes ne pourraient pas atteindre certaines cibles. Ils planifièrent leurs attaques en conséquence, puis les escortes apparurent et les abattirent. Le 14e octobre 1943, le jeudi noir, un autre raid de Schweinfurt entraîna des pertes catastrophiques pour les 2 camps. Les Américains perdirent 60 bombardiers. La Luftwaffe perdit 38 chasseurs, avec des pilotes tués ou blessés. Le 4e décembre 1943, le commandant Wilhelm Lea de l'escadrille Jagdgeschwader 3 fut tué près de Dodavar, aux Pays-Bas. Lea, qui totalisait 131 victoires, était l'un des as les plus titrés de l'aviation allemande. Il fut abattu lors d'un combat aérien contre des P-47 Thunderbolt du 352 E-groupe de chasse. Il avait 23 ans. La perte des expérimentés, comme Lea, représentait une perte irréparable pour l'efficacité au combat de la Luftwaffe. Le raid du jeudi noir révéla à la fois les forces et les faiblesses de la stratégie de bombardement américaine. La perte de 60 bombardiers en une seule journée représentait 9% de la force d'attaque. 6 membres d'équipage furent tués ou capturés. De telles pertes étaient insoutenables, sans escorte de chasse à l'aller et au retour. La 8E Air Force américaine suspendit les raids en profondeur pendant plusieurs semaines après le jeudi noir, afin de reconstituer ses effectifs et d'attendre l'arrivée de nouvelles escortes à long rayon d'action. Mais pour la Luftwaffe, ce raid était tout aussi inquiétant. Malgré un nombre record de bombardiers abattus durant la guerre, les pertes des chasseurs allemands approchaient celles des bombardiers. La Luftwaffe avait détruit 60 bombardiers, mais avait perdu 38 chasseurs et 42 pilotes. Avant l'arrivée des escortes à long rayon d'action, le ratio était 3 ou 4 bombardiers détruits pour chaque chasseur perdu. Désormais, il s'approchait de 1 pour 1. À ce rythme, la Luftwaffe serait décimée par l'attrition bien avant que la puissance des bombardiers américains ne soit sérieusement affaiblie. Galland avait bien compris la situation. Il rédigea un autre rapport détaillé en novembre 1943. Ce rapport analysait les pertes mensuelles de chasseurs de juin à octobre. 87 chasseurs perdus en juin, 6 en juillet, 174 en août, 193 en septembre et 224 en octobre. La tendance était sans équivoque. Les pertes s'accéléraient. Pire encore, le ratio de pilotes expérimentés par rapport aux novices s'inversait. En juin, 60% des pilotes de chasse avaient plus de 6 mois d'expérience au combat. En octobre, seuls 40% des pilotes avaient survécu. La Luftwaffe
perdait son atout le plus précieux des pilotes expérimentés, capables de survivre au combat et de former la génération suivante. Galland avertit que, sans intervention immédiate, la force de chasse atteindrait un point de rupture critique dans les 6 mois. Au-delà, les pertes dépasseraient la capacité de formation des pilotes. La force de chasse s'engagerait dans une spirale infernale dont il serait impossible de se relever. Il envoya son rapport à Göring, au ministère de l'Air, à tous les hauts gradés qui voulaient bien l'écouter. La réponse fut le silence. Göring refusa de reconnaître la crise. Le ministère de l'Air publia des directives appelant à remonter le moral des troupes et à adopter des tactiques plus agressives. Personne ne s'attaqua au problème fondamental. Les pilotes allemands étaient en infériorité numérique, en sous-effectif et de plus en plus surclassés par des adversaires alliés mieux entraînés, pilotant des chasseurs à long rayon d'action supérieur. Galland consigna chaque perte. Il rédigea des rapports. Il envoya des synthèses hebdomadaires à Göring et au haut commandement. Il décrivit la situation tactique en détail. Des chasseurs américains à longue portée escortaient les bombardiers dans tout l'espace aérien allemand. L'ancienne doctrine consistant à attendre que les escortes fassent demi-tour était obsolète. De nouvelles tactiques s'imposaient immédiatement. La production de chasseurs devait augmenter. La formation des pilotes devait être renforcée. Le chasseur à réaction Mi-262 devait être mis en service en urgence, malgré ses problèmes de développement. Son avantage en vitesse lui permettrait de pénétrer les formations d'escorte et d'attaquer les bombardiers. Galland ne reçut aucune réponse de Göring. Le maréchal du Reich avait pris sa décision en août. Les chasseurs américains à long rayon d'action ne représentaient pas une menace stratégique. La Luftwaffe poursuivrait ses opérations actuelles. Rien ne changerait. Mais tout était sur le point de basculer. La situation se détériora en novembre et décembre 1943. Les capacités des chasseurs américains dépassant même les prévisions de Galland. Puis, le 1er décembre 1943, un nouvel appareil fit son apparition au-dessus de l'Allemagne, rendant la menace du P-38 presque gérable en comparaison. Le North American P-58 Mustang entra en service. Le P-50 est un volet depuis 2 ans, remplissant diverses missions. La Royal Air Force utilisait les premières versions pour la reconnaissance à basse altitude et l'attaque au sol. L'USAF, United States Army Air Forces, les employait en Afrique du Nord et en Méditerranée. Mais ces premiers Mustangs étaient équipés de moteurs Allison, peu performants en haute altitude. Ils ne pouvaient pas escorter les bombardiers dans la stratosphère. Théâtre des combats aériens au-dessus de l'Allemagne. Les services de renseignement allemands étaient au courant de l'existence de ces premiers Mustangs. Les analystes de la Luftwaffe avaient conclu qu'ils ne représentaient aucune menace pour les opérations de bombardement à haute altitude. North American Aviation installa alors le moteur britannique Rolls-Royce Merlin dans la cellule du Mustang. Le Merlin était doté d'un compresseur à 2 étages qui maintenait sa puissance. Au-dessus de 9144 mètres, 30 000 pieds, l'alliance de l'aérodynamisme efficace du Mustang et des performances du Merlin en haute altitude donna naissance à un appareil extraordinaire, un chasseur américain capable de voler aussi haut que n'importe quel chasseur allemand, plus vite que la plupart des chasseurs allemands en altitude, de rivaliser avec les chasseurs allemands en combat aérien rapproché et avec une autonomie 2 fois supérieure à celle de tous les avions d'escorte précédents. Équipé de 2 réservoirs largables externes, le P-50, et un pouvait voler à plus de 800 mètres de sa base, participer au combat aérien au-dessus de la cible et rentrer à sa base. Berlin se trouvait à 600 mètres de l'Angleterre, en Allemagne. Toutes les cibles industrielles étaient désormais à portée de bombardements diurnes escortés. Le 1er décembre 1943, le 354, le groupe de chasse effectua la première mission de combat du P-50 et 1 milliard au-dessus de l'Europe depuis la base aérienne de Boxted, en Angleterre. L'unité avait reçu ces appareils quelques jours auparavant seulement, après s'être entraînée sur P-39 Airbras aux États-Unis. Nombre de pilotes totalisait moins de 5 heures de vol sur P-50 et un avant l'heure. Première mission de combat, mais l'avion était intuitif et tolérant aux erreurs de pilotage. Il répondait avec précision aux commandes, accélérait rapidement et pouvait maintenir des manœuvres à grande vitesse sans perte d'énergie.
Les pilotes américains ayant volé sur P-47 décrivaient le Mustang comme un chasseur 2 fois plus léger. Le 5 décembre, les P-50 et un escortèrent des bombardiers jusqu'à Émy, dans le nord de la France. Le 11 décembre, ils atteignirent MDN, sur la côte allemande. Le 13e décembre 1943, ils réalisèrent une percée décisive qui changea à jamais le cours de la guerre aérienne. 55 P-50 et un Mustang escortèrent des bombardiers B-17 jusqu'à Kiel, à 772 km de l'Angleterre et à 386 km à l'intérieur de l'Allemagne. La mission dura 4 heures et 30 minutes. Les Mustangs engagèrent les intercepteurs de la Luftwaffe au-dessus de la cible et abattirent 6 chasseurs allemands sans subir d'hypothèse. Les bombardiers américains frappèrent les installations de construction de U-boats avec un minimum d'opposition. La mission prouva que les bombardiers lourds américains pouvaient désormais atteindre n'importe quelle cible en Allemagne sous protection de chasseurs. Problème d'escorte qui avait entravé la campagne de bombardement stratégique depuis 1942 était résolu. Galland prit immédiatement conscience de la menace. Il se rendit à Berlin pour rencontrer Göring fin décembre 1943. Il lui présenta des renseignements sur le P-51, spécifications techniques, données de performance, rapports de combat de pilotes ayant affronté le nouveau chasseur. Le P-51 était plus rapide que le Bf-109 et le Focke-Wulf 190 à toutes les altitudes. Il pouvait rivaliser avec les chasseurs allemands. Son autonomie était supérieure à celle de tous les avions d'escorte précédents. Grâce à ses réservoirs largables externes, il pouvait atteindre n'importe quelle cible en Allemagne. Galland recommanda des mesures d'urgence. Toutes les ressources disponibles devaient être concentrées sur la production de chasseurs. Le programme du Mi-262 devait être prioritaire. L'entraînement devait être accéléré malgré les pénuries de carburant. L'Allemagne devait s'adapter immédiatement sous peine de défaite stratégique dans la guerre aérienne. Göring rejeta ses inquiétudes. Il déclara que le P-51 n'était qu'un chasseur américain de plus. Les pilotes allemands étaient supérieurs. Les tactiques allemandes étaient supérieures. La Luftwaffe triompherait grâce à son habileté et son courage. Galland argumenta. Il montra à Göring les rapports de renseignement. Il expliqua ce qui se passerait si des P-50 et un escortaient les bombardiers vers Berlin. Göring refusa d'écouter. La réunion prit fin. Galland retourna à son quartier général, sachant que la Luftwaffe avait scellé son propre sort. La campagne de bombardement stratégique américain s'intensifia en janvier et février 1944. Les P-50 et un Mustang apparurent en nombre croissant. Ils escortèrent les bombardiers de Francfort à Leipzig, puis vers des cibles dans toute l'Allemagne centrale. Les pertes de la Luftwaffe augmentèrent régulièrement. Puis, le 20 février 1944, les Américains lancèrent l'opération Argument, plus tard. Connue sous le nom de Big Week, 6 jours d'attaque concentrés contre les usines d'avions allemandes. L'objectif était de détruire la capacité de production de la Luftwaffe et de contraindre les chasseurs allemands à s'engager dans des combats où ils pourraient être anéantis. Plus de 3500 bombardiers américains ont frappé des cibles à travers l'Allemagne, tous escortés par des essaims de chasseurs P-38, P-47 et P-51. La Luftwaffe a déployé tous ses moyens pour stopper ces raids. Chaque escadrille de chasse disponible s'est engagée dans la bataille. Des AS expérimentés ont effectué plusieurs sorties par jour. De jeunes pilotes, avec une formation minimale, ont été envoyés précipitamment au combat. Les pertes ont été catastrophiques. Au cours de la semaine la plus intense, la Luftwaffe a perdu 262 chasseurs détruits et 180 autres endommagés irrémédiablement. Les pertes de pilotes ont été encore plus lourdes, environ 100 tués, 90 blessés et 43 portés disparus. Parmi les morts figuraient des commandants d'escadrille, des chefs de patrouille et des vétérans aguerris, irremplaçables. Le commandant Egon Mayer, rescapé du désastre du 6 septembre, fut tué le 2 mars 1944. Abattu par des P-47 d'escorte au-dessus de la France, il totalisait 102 victoires. Il avait 29 ans. Le chef Kurt Huban de Jägerschwader, âgé de 24 ans, fut tué le 2 février lors d'une interception de bombardiers au-dessus de Brunswick. Il comptait 110 victoires à son actif. Il n'était pas
un novice, ces pilotes représentaient le cœur de l'expertise de l'aviation de chasse allemande, les hommes qui formaient les nouvelles recrues, les chefs qui organisaient des tactiques efficaces, les incapables d'engager plusieurs ennemis et de survivre. Leur taux de mortalité était tel qu'il était impossible de les remplacer. Galland consultait les listes de pertes avec un désespoir croissant. Un pilote de chasse avait besoin de 6 mois d'entraînement pour être au minimum compétent, d'1 an pour être bon et de 2 ans pour être excellent. L'Allemagne perdait des pilotes ayant 2, 3, voire 4 ans d'expérience au combat, remplacés par des pilotes n'ayant que 3 mois d'entraînement. Certains jeunes pilotes arrivaient dans les escadrilles de première ligne avec moins de 200 heures de vol à leur actif. Ils se retrouvaient face à des pilotes américains totalisant 400 à 500 heures d'entraînement. L'écart de compétences était immense. L'issue était prévisible. Les jeunes pilotes allemands survivaient en moyenne à 5 missions de combat. 5 missions seulement, puis étaient tués ou blessés. La Luftwaffe était anéantie non seulement par la perte de ses avions, mais aussi par l'extermination systématique de son noyau de pilotes. Cette crise de la formation avait des causes complexes. L'Allemagne n'avait jamais envisagé une longue guerre d'usure. Le système d'entraînement de la Luftwaffe, en 1939, avait été conçu pour produire un flux constant. Pilote de relève pour une force qui remporterait des victoires rapides grâce à la supériorité tactique. Il supposait que les pilotes expérimentés survivraient pour former les nouveaux et leur transmettre leur savoir-faire. Il supposait que le carburant nécessaire à l'entraînement serait toujours disponible. Il supposait que les terrains d'entraînement seraient à l'abri des attaques ennemies. En 1944, toutes ces hypothèses s'étaient révélées fausses. Les pilotes expérimentés mouraient plus vite qu'ils ne pouvaient former leurs remplaçants. Les allocations de carburant aux écoles de pilotage avaient été réduites à plusieurs reprises afin de privilégier les opérations de première ligne. Les chasseurs et bombardiers alliés attaquaient les terrains d'entraînement, détruisant des avions et tuant des instructeurs. Le système de formation, qui avait produit d'excellents pilotes en 1940, deuxième était effondré, envoyant à la mort des pilotes à peine compétents. Galland tenta désespérément de réformer le système de formation. Il demanda une augmentation des allocations de carburant pour les écoles de pilotage. Il recommanda de retirer les pilotes expérimentés du combat pour les affecter à l'instruction. Il proposa de raccourcir les missions opérationnelles des pilotes hautement qualifiés afin qu'ils puissent survivre et former la génération suivante. Toutes ces demandes furent rejetées. Göring insista pour que toutes les ressources disponibles soient consacrées aux opérations de première ligne. L'Allemagne avait besoin de chasseurs au combat, pas dans les écoles. Le Reich ne pouvait se permettre de retirer des pilotes expérimentés du combat pour enseigner alors que ces mêmes pilotes étaient nécessaires pour se défendre contre les raids américains quotidiens. Ce raisonnement était en apparence juste, mais stratégiquement suicidaire. En refusant d'investir dans la formation, l'Allemagne s'assura que la qualité de ses pilotes déclinerait continuellement, jusqu'à ce que ses forces ne puissent plus fonctionner efficacement, quel que soit le nombre d'avions produits. Les Américains comprirent cette dynamique et l'exploitèrent sans pitié. Début 1944, le général James Doolittle, qui avait pris le commandement Delaware et Air Force en janvier, modifia la doctrine d'escorte et des chasses. Auparavant, les chasseurs américains avaient pour ordre de rester prêts, des formations de bombardiers et d'assurer leur protection directe. Doolittle leur donna carte blanche pour poursuivre les avions allemands de manière agressive. Des groupes de chasseurs furent envoyés en éclaireur devant les formations de bombardiers, afin de traquer les chasseurs de la Luftwaffe pendant leur regroupement. Les groupes de Mustang furent chargés de mitrailler les aérodromes allemands pour détruire les avions au sol. L'objectif n'était pas seulement de protéger les bombardiers, mais d'anéantir la Luftwaffe en tuant les pilotes et en détruisant les avions où qu'ils se trouvent. La nouvelle doctrine se révéla d'une efficacité redoutable. Les pilotes allemands affrontaient les chasseurs américains non seulement au-dessus de la cible, mais tout au long de leur mission. Au décollage, ils pouvaient être attaqués pendant la montée initiale. Lors du regroupement, ils pouvaient être pris à partie par les patrouilles de Mustang. À l'approche des bombardiers, ils devaient se frayer un chemin à travers les écrans d'escorte. Après l'engagement, de retour à leur base, avec des appareils endommagés, et à court de carburant, ils pouvaient être poursuivis et abattus. Il n'y avait pas de phase d'opération sûre. Les chasseurs américains
était omniprésent et disposait des effectifs, des performances et de la qualité de leurs pilotes pour dominer chaque engagement. Le 4 mars 1944, la situation stratégique atteignit un point de non-retour. Pour la première fois, les bombardiers américains frappèrent Berlin avec une escorte de chasse complète. Plus de 600 bombardiers lourds attaquèrent la capitale allemande. Ils étaient escortés par 174 P-50 et un Mustang qui effectuèrent l'aller-retour complet de 1100 mètres. Les Mustangs combattirent les défenseurs allemands au-dessus du cœur du Troisième Reich. Ils abattirent 16 chasseurs de la Luftwaffe. Ils ne perdirent que 4 appareils. Berlin, la ville qu'Hermann Göring avait promis de ne jamais bombarder, était désormais à portée des bombardements américains de jour, avec une protection de chasse complète. Göring aurait déclaré en privé qu'en voyant les Mustangs au-dessus de Berlin, il sut que la guerre était perdue, mais il le fit en privé. Publiquement, il continuait d'insister sur le fait que tout était sous contrôle. La Luftwaffe était toujours puissante. Les pilotes allemands étaient toujours les meilleurs du monde. Les Américains finiraient par manquer d'avions et de pilotes. L'Allemagne l'emporterait. La réalité était tout autre. En avril 1944, Galland était confronté à une crise si grave qu'il adressa un rapport directement au haut commandement, court-circuitant complètement Göring. Ce rapport, daté du 27 avril 1944, décrivait l'état catastrophique de la Luftwaffe. Au cours des 10 dernières opérations majeures, la Luftwaffe avait perdu environ 500 avions et 400 pilotes. Au cours des 4 mois précédents, de janvier à avril, plus de 1000 pilotes avaient été tués, blessés ou capturés. L'ennemi était 6 fois plus nombreux que les chasseurs allemands lors de certaines opérations, 8 fois plus nombreux lors d'autres. Le niveau d'entraînement des pilotes de chasse alliés était étonnamment élevé. La plupart des pilotes américains et britanniques, entrant en combat, totalisaient entre 400 et 500 heures de vol. Les pilotes allemands étaient envoyés au combat avec moins de 200 heures de vol, certains même moins de 150. L'infrastructure d'entraînement s'était effondrée en raison des pénuries de carburant et des attaques alliées incessantes sur les aérodromes. Dans son rapport, Galland déclara qu'à ce moment précis, il aurait préféré gagner un Mi-262 unités astronomiques combat plutôt que 5 Bf-109. Le Mi-262 était le chasseur à réaction que Galland préconisait depuis des mois. Plus rapide de 160 km/h que n'importe quel chasseur allié, pouvait percer les escortes et attaquer les bombardiers sans être intercepté. Mais Hitler avait insisté pour qu'il soit développé comme bombardier et non comme chasseur. De précieux mois avaient été gaspillés à le convertir pour emporter des bombes au lieu d'exploiter pleinement son potentiel d'intercepteur. Lorsque Hitler revint sur sa décision, fin 1944, et autorisa la production de chasseurs. À réaction, il était trop tard pour enrayer l'hémorragie des forces de chasse de la Luftwaffe. Les pertes se poursuivirent tout au long du printemps et de l'été 1944. Entre janvier et mai, 2262 pilotes de chasse allemands furent tués, blessés ou portés disparus. Le mois de mars fut à lui seul marqué par des pertes catastrophiques. Les archives de la Luftwaffe montrent qu'en mars 1944, la chasse subit des pertes extraordinaires qui la brisèrent. Des escadrilles entières furent décimées. La Jagdgeschwader 11 perdit 28 pilotes en 3 semaines et la Jagdgeschwader 3, 31. Il s'agissait d'unités d'élite, fortes de nombreuses années d'expérience au combat. Elles étaient anéanties par la supériorité numérique écrasante des Alliés. Les chiffres parlaient d'anéantissement. L'Allemagne pouvait perdre 10 chasseurs et peinait à les remplacer en un mois. Les Américains pouvaient en perdre 100 et les remplacer en quelques jours. Les Britanniques pouvaient perdre 50 bombardiers et les remplacer en une semaine. Les capacités industrielles n'étaient pas équivalentes. La formation des pilotes n'était pas équivalente. La situation stratégique n'était pas équivalente. L'Allemagne était en train de perdre une guerre d'usure qu'elle ne pouvait jamais gagner. Le 6 juin 1944, les Alliés lancèrent l'opération Overlord, le débarquement en Normandie. La Luftwaffe était censée contrer l'invasion par des frappes massives de chasseurs et de bombardiers sur les plages du débarquement. Le 5 juin, la Luftwaffe 3, chargée de la défense de la France, disposait de 481 appareils. Le jour J, elle effectua 319 sorties,
contre 14 674 pour les Alliés, l'écart était tel que de nombreux soldats alliés ne virent aucun avion allemand durant la première semaine du débarquement. Les pilotes allemands qui tentèrent d'attaquer la flotte d'invasion se heurtèrent à des murs de feu antiaériens et à des nuées de chasseurs alliés. Rares furent ceux qui survécurent. La campagne de Normandie marqua le déclin définitif de l'efficacité de la Luftwaffe à l'ouest. Aubus Isef Prié, commandant de la Jagdgeschwader 26, fut l'un des chefs de chasse allemands les plus titrés, avec 101 victoires à son actif, dont 68 Spitfire, un record pour ce type d'appareil. Le matin du jour J, Prilé et son ailier, le Feldwebel Hein Wodachik, furent les seuls pilotes allemands à attaquer directement les plages du débarquement. Aux commandes de 2 Foley-Wolf I-190, décollant de l'île à très basse altitude. Pour éviter d'être repérés, ils mitraillèrent Sword Beach, puis regagnèrent leur base. Leurs 2 appareils constituèrent l'intégralité de la riposte chasse allemande au plus grand débarquement amphibie de l'histoire. Prié déclara plus tard que la mission était suicidaire, mais nécessaire pour prouver que la Luftwaffe n'avait pas complètement abandonné l'armée allemande. Il survécut à la guerre et mourut en 1961. Les semaines qui suivirent le jour J furent marquées par certains des combats aériens les plus désespérés et les plus vains de toute la guerre. Les unités de la Luftwaffe se jetèrent à corps, perdues dans une lutte acharnée contre la puissance aérienne, alliée écrasante, dans une tentative désespérée de soutenir les forces terrestres allemandes. Les pertes furent colossales. Fin juin 1944, la Luftwaffe avait perdu plus de 300 chasseurs à l'ouest. Les pertes de juillet dépassèrent les 400 appareils. Celles d'août approchèrent les 500. La production d'avions augmenta pourtant durant cette période. Les usines allemandes produisent plus de 1500 chasseurs par mois à la mi-1944. Mais ces appareils étaient inutilisables. Le carburant était insuffisant pour un entraînement correct des pilotes. Le nombre de pilotes expérimentés était trop faible pour piloter ces nouveaux avions. Les pièces détachées étaient rares. Les installations de maintenance étaient bombardées. Même lorsque les avions étaient opérationnels, ils survivaient rarement à plus de quelques missions avant d'être abattus. En juillet, Galland recevait des rapports de pertes faisant état de 50 pilotes de chasse tués ou portés disparus chaque jour. 50 pilotes. Les écoles de formation de la Luftwaffe formaient environ 30 pilotes par semaine. Le constat de l'anéantissement était simple et implacable. Il était impossible de maintenir les opérations à un tel rythme de perte. La force de chasse était en train de disparaître. Les commandants d'escadron rapportaient que les jeunes pilotes, fraîchement sortis de l'entraînement, étaient pratiquement impuissants au combat. Ils manquaient de compétences de base. Ils étaient incapables de maintenir la formation. Ils paniquaient sous le feu ennemi. Ils commirent des erreurs fondamentales qui leur coûtèrent la vie, ainsi qu'à leurs ailiers. Un commandant d'escadron expérimenté compara l'arrivée de nouveaux pilotes à la mi-1944 à une exécution. Envoyer ces pilotes, insuffisamment entraînés au combat contre des pilotes de chasse américains et britanniques chevronnés, revenaient à un meurtre. Mais il n'y avait pas d'autre choix. L'Allemagne ne disposait d'aucune réserve de pilotes entraînés. Tous ceux qui terminaient leur formation partaient immédiatement au front et mouraient en quelques semaines. Galland tenta tout pour changer la situation. Il milita pour une augmentation de la production du Mi-262. Il plaida pour l'amélioration des programmes d'entraînement, malgré l'impossibilité d'un entraînement intensif en raison des pénuries de carburant. Il développa de nouvelles tactiques pour engager des formations de bombardiers lourdement escortés. Il effectua lui-même des missions de combat non autorisées afin de comprendre les difficultés rencontrées par ses pilotes et de tester de nouvelles approches. Rien n'y fit. Le problème fondamental n'était ni la tactique, ni l'entraînement, ni l'équipement. C'était le nombre. Les Américains et les Britanniques avaient acquis la supériorité aérienne grâce à un avantage numérique écrasant, soutenu par un entraînement supérieur, une meilleure logistique et une capacité industrielle illimitée. Aucune innovation tactique allemande ne pouvait surmonter cette réalité. Certains pilotes comprenaient la situation et tentaillaient de s'adapter. Aubus Johannes Steinhoff commanda l'escadrille Jagdgeschwader 77 pendant une grande partie de l'année 1944. Chef expérimenté, il totalisa finalement 176 victoires.
Steinhoff comprit immédiatement que les tactiques traditionnelles étaient inefficaces face aux nouvelles escortes américaines. Il développa donc des approches offensives. Ces escadrilles n'attendaient pas que les escortes fassent demi-tour. Elles attaquaient immédiatement, engageant d'abord les escortes pour les éloigner des bombardiers. Cette stratégie, audacieuse et risquée, remporta un certain succès, mais à un prix exorbitant. Si la tactique de Steinhoff fonctionna dans la mesure où son unité abattit plus d'avions ennemis que la moyenne, ses pertes furent également supérieures à la moyenne. Pour 2 avions ennemis détruits, l'escadrille Yagushvada 77 perdait près de 2 chasseurs. À ce rythme, aucune unité ne pouvait maintenir ses opérations plus de quelques mois. Les meilleurs pilotes allemands mouraient. Les commandants les plus novateurs étaient tués. Le savoir-faire tactique acquis au fil des années de combat se perdait. Et personne ne possédait l'expérience nécessaire pour prendre la relève. Galland fit lui-même l'expérience de cette futilité lors d'une mission non autorisée au printemps 1944. Aux commandes d'un Foley Wolf 190, il survola Magnaberg, désireux de constater par lui-même la réalité du terrain plutôt que de se fier aux rapports de ses pilotes. Il découvrit une imposante formation de bombardiers escortés par au moins 50 chasseurs. L'escorte était principalement composée de P-50 et un Mustang, volant en formation lâche au-dessus et à côté des bombardiers. Galland repéra un bombardier en bordure de formation et se prépara à l'attaque. Au moment précis où il se positionnait pour tirer, des traînées lumineuses passèrent devant sa verrière. 4 Mustangs avaient plongé sur lui. Il freina brusquement et piqua du nez. Les Mustangs le suivirent. Galland utilisa alors une ruse employée plus tôt dans la guerre. Il tira avec ses mitrailleuses vers l'avant, créant des volutes de fumée qui se reflétèrent, en direction des chasseurs poursuivants, donnant l'illusion de tir arrière. Les Mustangs amorcèrent un virage ascendant. Galland profita de l'occasion pour piquer et s'échapper à grande vitesse. Il regagna sa base sans avoir tiré un seul coup de feu sur les bombardiers. Il n'avait été en position d'attaquer que depuis moins de 5 secondes lorsqu'il fut pris à partie par les chasseurs d'escorte. Il comprit immédiatement pourquoi ses pilotes échouaient. Les chasseurs d'escorte américains étaient omniprésents, agressifs, compétents, bien plus nombreux que les chasseurs allemands, rendant toute victoire impossible. À l'automne 1944, la Luftwaffe n'existait plus que sur le papier. Des escadrons figuraient dans les organigrammes. Il y avait des pilotes, des avions étaient en production, mais aucune force de chasse cohérente, capable de défendre l'espace aérien allemand. Les pénuries de carburant clouaient au sol des unités entières pendant des jours. De jeunes pilotes s'écrasaient à l'entraînement faute d'heures de vol suffisantes. Les avions restaient immobilisés sur les aérodromes sans pièces détachées pour les réparations. Lorsque les escadrons parvenaient à lancer des missions, ils se heurtaient à un nombre écrasant de chasseurs et de bombardiers alliés. Le 2 novembre 1944, Galland voyait 500 chasseurs contre 975 bombardiers américains attaquant des installations pétrolières, escortés par 800 chasseurs, dont 600 P-50 et un Mustang. Les Américains abattirent 98 chasseurs allemands, tuant 78 pilotes. Ils ne perdirent que 50 appareils au total, dont 30 sous les tirs de la DCA. L'Allemagne ne pouvait plus se permettre de telles pertes. Hitler et Göring étaient furieux. L'offensive des Ardennes étant prévue pour décembre, Hitler ordonna à Galland de préparer ses réserves de chasseurs à appuyer l'attaque au sol plutôt que de défendre le Reich. Des escadrilles de chasse d'élite, qui combattaient depuis des années, allaient désormais être mobilisées pour soutenir une offensive terrestre vouée à l'échec. Galland savait que son projet de Großerlag, le coup de grâce porté aux formations de bombardiers américains, était compromis. En janvier 1945, Galland fut relevé de son commandement. Le grade de général de Jagdflieger, le 13 janvier. Göring imputa à Galland les échecs de la Luftwaffe, les plaintes incessantes, les rapports défaitistes et les critiques du commandement. Göring déclara à son état-major que Galland avait sapé le moral des troupes et n'avait pas su inspirer ses pilotes à remporter la victoire par la volonté et la détermination. Le soulagement survint après ce que l'on appela la révolte des pilotes de chasse, lorsque plusieurs commandants de haut rang rencontrèrent Göring pour lui faire part de leur mécontentement quant à la conduite de la guerre aérienne.
Galland fut accusé d'avoir orchestré cette rencontre afin de saper l'autorité de Göring. Il fut assigné à résidence dans son pavillon de chasse. Il risquait la cour martiale, voire l'exécution. La SS et la Gestapo ouvrirent des dossiers à son encontre. Heinrich Himmler chercha à le traduire en justice pour trahison, mais Hitler intervint. Le Führer connaissait la réputation de Galland comme pilote de chasse chevronné et chef respecté. Hitler était également conscient que traduire en cour martiale le plus célèbre S de l'aviation allemande serait un désastre en termes de propagande. Hitler autorisa Galland à reprendre du service actif à une condition. Il formerait et commanderait la Jagdverband. 44. Une unité d'élite de chasseurs à réaction équipée d'avions Mi-262. Cette unité serait composée des meilleurs pilotes de chasse, allemands, encore en vie. Galland accepta immédiatement. Il rassembla 10 titulaires de la Croix de Chevalier, des expérimentés ayant survécu à des années de combat. Parmi eux figurait Jent Johannes Steinhoff, 176 victoires. Gard Barkhorn 300, et Hinsbar 220. Ces pilotes comptaient parmi les plus brillants de l'histoire de la chasse. Ils reçurent les Mi-262 à réaction entre fin février et mars 1945. Le Mi-262 était à la hauteur des promesses de Galland. Ces appareils étaient magnifiques. Vitesse maximale de 870 km/h, soit 160 km/h, de plus que n'importe quel chasseur allié. 4 canons de 30 mm à la puissance de feu dévastatrice, capable d'atteindre 9144 mètres en 7 minutes. Ces réacteurs lui conféraient une accélération inégalée par les chasseurs à moteur à piston. Au combat, le Mi-262 pouvait choisir le moment d'engager le combat et celui de se désengager. Les chasseurs alliés ne pouvaient le rattraper ni en vol horizontal ni en piqué. Le seul moyen d'abattre un Mi-262 était de le surprendre au décollage ou à l'atterrissage lorsqu'il était lent et vulnérable, ou de l'endommager si gravement lors d'un passage frontal que le pilote en perde le contrôle. Les pilotes de chasse alliés apprirent rapidement à patrouiller près des bases connues de Mi-262 et à attaquer les avions lorsqu'ils volaient bas et lentement. Cela donna lieu à de violents combats autour des aérodromes allemands, où les chasseurs alliés tentaient de surprendre les avions à réaction à leur moment de plus grande vulnérabilité, tandis que les chasseurs allemands conventionnels essayaient de les protéger. Galland effectua sa première mission de combat à bord du Mi-262 le 30 et 1e mars 1945. Décollant de l'aérodrome de Müncher, il intercepta une formation de bombardiers américains près de Newberg. Il abattit un B-26 maraudé d'une courte rafale de ses canons de 30 mm. Le bombardier se désintégra sous la puissance de feu concentrée. Au cours des 4 semaines suivantes, Galland ajouta 6 autres victoires à son palmarès, toutes contre des bombardiers lourds. Son escadron, le Jagdverband 44, détruisit 45 bombardiers et chasseurs alliés en mars et avril 1945. Mais cela ne changea rien à l'issue de la guerre. L'Allemagne s'effondrait de toutes parts. Les forces soviétiques combattaient dans les rues de Berlin. Forces britanniques et américaines avaient franchi le Rhin et progressaient rapidement à travers l'Allemagne de l'Ouest. Les villes allemandes étaient en ruine après des années de bombardements stratégiques. L'approvisionnement en carburant était quasiment épuisé. La production d'essence aviation s'était effondrée suite aux bombardements alliés des usines de carburant synthétique. Même les unités de chasse à réaction d'élite étaient clouées au sol pendant des jours entiers faute de carburant. Le Jagdverband 44 effectua sa dernière mission de combat le 26e avril 1945. Galland mena 12 Mi-262 depuis Monchinri pour intercepter des bombardiers américains. 15h00, alors qu'il engageait une formation de bombardiers au sud de Munich, l'appareil de Galland, touché par les tirs d'un P-47 Thunderbolt, piloté par le lieutenant James Finnegan, du 56 groupe de chasse. L'attaque du P-47 survint à un moment critique où Galland, concentré sur la préparation d'un tir contre un bombardier, était vulnérable. Il entendit et ressentit les impacts. Des balles de calibre .50 traversèrent sa verrière et son tableau de bord. Les 2 moteurs furent touchés. Des éclats de métal provenant du tableau de bord lui percutèrent le genou droit. Il sentit une vive douleur à la rotule.
L'appareil était gravement endommagé, mais encore en état de vol. Galland interrompit l'attaque et piqua hors de la zone de combat. Il ramena le Mi-262 endommagé vers Münchenry. Les deux réacteurs fonctionnaient mal et perdaient de la puissance. Le tableau de bord était détruit. Il pilota à l'instinct et en se repérant grâce à des points de repère. À basse altitude, avec un appareil à peine contrôlable, il parvint à atterrir en catastrophe près de l'aérodrome. Des radiographies effectuées ultérieurement révélèrent 2 éclats de métal incrustés dans sa rotule. La blessure n'était pas mortelle, mais suffisamment grave pour l'empêcher de continuer à voler. Il fut relevé de son commandement en raison de ses blessures. Johannes Steinhoff prit le commandement du Jagdwang 44. 8 jours plus tard, le 8e mai 1945, l'Allemagne capitulait sans condition. La guerre en Europe prenait fin. La mission du 26 avril fut remarquable pour une autre raison. Elle représentait peut-être la dernière fois qu'un nain de l'aviation allemande de la stature de Galland participait à un combat aérien. Son palmarès final s'élevait à 104 victoires, toutes remportées contre des appareils alliés occidentaux. Il avait effectué 705 missions de combat en 6 ans de guerre. Abattu à 4 reprises, il avait survécu à chaque fois. Il avait commandé la chasse de la Luftwaffe durant sa période la plus critique. Il avait tenté désespérément de réformer un système fondamentalement défaillant. Et son échec ne tenait pas à un manque de compétences ou d'efforts, mais au fait que la situation stratégique était inextricable et que le commandement refusait d'admettre la réalité. En 1979, 34 ans après la guerre, Galland rencontre James Finnegan lors d'une réunion de l'Air Force Association à San Francisco. Un étudiant de 3e cycle avait comparé le rapport de combat de Finnegan avec les archives allemandes et organisé cette rencontre. Les 2 hommes discutèrent des heures durant de l'engagement. Finnegan raconta avoir vu un Mi-262 attaquer les bombardiers et avoir positionné son P-47 pour tirer. Galland décrivit les impacts qu'il avait subis et sa lutte pour maintenir son avion. Endommagé en vol suffisamment longtemps pour atteindre le territoire allié. Ils évoquèrent les appareils, les tactiques et leur expérience du combat. Un respect mutuel les unissait. Tous 2 avaient été pilotes militaires professionnels, accomplissant leur devoir dans une guerre terrible. La rencontre fut filmée et devint par la suite un document historique important, l'une des rares occasions où un pilote et celui qui l'avait abattu se rencontrèrent des décennies plus tard pour discuter en détail de l'engagement. Adolphe Galland survécut à la guerre. Capturé par les forces alliées, il fut détenu jusqu'en 1947. Après sa libération, il travailla comme conseiller militaire auprès de l'armée de l'air argentine pendant 6 ans. Il retourna en Allemagne en 1955 et travailla comme consultant en aérospatial. Il publia son autobiographie, La première et la dernière, en 1954. L'ouvrage relatait son expérience de général d'Egfley et ses conflits avec Göring et Hitler au sujet de la stratégie aérienne. Il devint l'une des sources primaires les plus importantes sur les opérations de la Luftwaffe. Galland vécut jusqu'en 1996 et mourut à l'âge de 83 ans. Tout au long de sa vie, les historiens l'interrogèrent sur le tournant de la guerre aérienne. À quel moment sut-il que l'Allemagne allait perdre? Galland désigna invariablement le mois d'août 1943. Dès l'instant où il tenta d'alerter Göring sur la pénétration profonde des chasseurs américains, à long rayon d'action, Allemagne, il sut que la Luftwaffe était confrontée à une menace insurmontable si son commandement refusait de s'adapter. Il avait présenté des preuves. Il avait recommandé une action immédiate. Et Göring lui avait ordonné de nier l'existence de cette menace. Cette décision, affirma Galland des années plus tard, coûta à l'Allemagne toute chance de conserver la supériorité aérienne. Si la Luftwaffe s'était adaptée en août 1943, lors de l'apparition des P-38 équipés de réservoirs largables, l'issue aurait peut-être été différente. Peut-être aurait-on pu allouer davantage de ressources à la production d'avions de chasse à réaction avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être aurait-on pu développer les programmes d'entraînement avant que les pénuries de carburant ne les rendent impossibles. Peut-être aurait-on pu mettre au point des tactiques pour contrer la supériorité numérique des chasseurs alliés avant que le corps des pilotes ne soit décimé. Mais Göring avait refusé de reconnaître la menace. Il l'avait qualifiée d'impossible. Il avait ordonné à Galland
de cesser de transmettre de tels renseignements. Et lorsque la crise devint indéniable, il était bien trop tard. La Luftwaffe était anéantie. Des milliers de pilotes tués, les officiers les plus expérimentés disparurent. Le système de formation s'effondra. L'Allemagne perdit la supériorité aérienne sur son propre territoire et ne la recouvra jamais. La campagne de bombardement stratégique se poursuivit sans opposition jusqu'en 1945. Les villes allemandes brûlèrent. Les usines furent détruites. Les réseaux de transport s'effondrèrent. La production pétrolière chuta à des niveaux qui clouèrent au sol des unités aériennes entières. La guerre devint impossible à gagner, non pas par manque de courage ou de compétences, mais parce que l'Allemagne avait perdu le contrôle de son espace aérien. Tout remonte à août 1943, lorsqu'un général tenta d'alerter son commandant d'une menace. Mais celle-ci fut balayée d'un revers de main, niant toute réalité. Gallon ne reçut jamais de reconnaissance officielle pour ses avertissements, ni félicitations, ni reconnaissance de sa justesse. Les archives officielles de la Luftwaffe attribuèrent l'effondrement de la chasse à l'écrasante supériorité numérique des Alliés et à l'insuffisance des ressources allemandes. Le nom de Gallon figurait dans les rapports comme celui de l'officier, responsable des opérations de chasse durant la période de déclin. Il n'était fait mention ni de sa prédiction de la crise, ni de ses recommandations de solutions formulées des mois avant qu'elle ne devienne absolument nécessaire, ni du fait qu'il avait été ignoré par une hiérarchie, préférant les hypothèses rassurantes aux réalités dérangeantes. Après la guerre, des historiens militaires, étudiant la Luftwaffe, découvrirent une documentation abondante sur la confrontation entre Gallon et Göring en août 1943. Ils retrouvèrent le récit de leur échange sur le quai de la gare, consigné dans de multiples sources, notamment les mémoires d'Albert Speer, témoin d'une partie de la conversation. Ils découvrirent également les rapports de renseignement de Gallon concernant les chasseurs américains à longue portée. Ils découvrirent les réponses dédaigneuses de Göring et son ordre niant l'existence d'une telle menace. Ils trouvèrent également des rapports de combat ultérieurs prouvant que les chasseurs américains pénétraient bel et bien profondément en Allemagne, comme Galen l'avait prédit. Les historiens interrogèrent des pilotes de la Luftwaffe ayant survécu. Presque tous confirmèrent des expériences similaires. On leur avait répété à maintes reprises que les chasseurs américains ne pouvaient pas atteindre certaines distances en Allemagne. On leur avait ordonné d'attendre que les avions d'escorte fassent demi-tour avant d'attaquer les bombardiers. On leur avait assuré que les pertes étaient temporaires et que la situation s'améliorerait. Les pertes ne s'améliorèrent jamais. Elles s'aggravèrent de mois en mois, jusqu'à ce que la Luftwaffe cesse pratiquement d'exister en tant que force de combat efficace. Les analystes militaires conclurent que le refus de Göring de prendre en compte les renseignements de Galen en août 1943 fut l'une des erreurs de commandement les plus lourdes de conséquences de toute la guerre. En niant la réalité, Göring s'assura que la Luftwaffe ne serait pas préparée à la menace qui allait finalement la détruire. Si l'Allemagne avait pris au sérieux les avertissements de Galen, l'issue de la guerre aérienne n'aurait peut-être pas été radicalement différente. Les Alliés bénéficiaient d'une supériorité industrielle et numérique écrasante, quelles que soient les adaptations tactiques allemandes, mais la guerre aurait pu être plus longue et plus coûteuse pour eux. L'Allemagne aurait peut-être disposé de plusieurs mois supplémentaires pour développer des contre-mesures. Et les pertes parmi les équipages aériens alliés auraient peut-être été bien plus importantes. Le commandement allié aurait peut-être effectué des calculs stratégiques différents si les pertes de bombardiers étaient restées prohibitives, même avec l'escorte de chasseurs. Mais aucune de ces possibilités ne fut envisagée, car Göring rejeta l'avertissement et ordonna à son commandant de chasse de cesser de faire de tels rapports. Les conséquences de ce rejet façonnèrent tout ce qui suivit. C'est ainsi que se manifestent les défaillances du commandement en temps de guerre. Non pas par des trahisons spectaculaires ou une incompétence flagrante, mais par le refus d'accepter des renseignements gênants, par le rejet des preuves qui contredisent les hypothèses établies, par la punition des subordonnés qui signalent les problèmes au lieu de les résoudre, par le fait de donner des ordres qui nient la réalité plutôt que de s'adapter aux circonstances changeantes. Adolphe Galland tenta d'alerter ses supérieurs. Il présenta des faits. Il proposa des solutions, il fut ignoré. Des milliers de pilotes allemands ont péri en combattant un ennemi dont on leur avait affirmé l'inexistence jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard
pour préparer une défense efficace. Si vous avez trouvé cette histoire aussi captivante que nous, prenez un instant pour aimer cette vidéo. Cela nous aide à partager davantage d'histoires oubliées de la Seconde Guerre mondiale. Abonnez-vous pour rester connecté à ces récits méconnus. Chacun d'eux compte. Chacun mérite d'être commémoré et nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous nous regardez. Notre communauté s'étend du Texas à la Tasmanie. Des vétérans aux passionnés d'histoire. Vous faites partie de quelque chose d'unique. Merci de votre